Voici le V-22 Osprey, dernier descendant d'une longue lignée d'appareils à rotor basculant appelés convertibles, pouvant se maintenir en sustentation comme un hélicoptère tout en volant aussi vite qu'un avion. Cette capacité extraordinaire est le fruit d'un long travail. Complexe, le V-22 a longtemps été sujet à controverse. Mais après 10 années difficiles d'essais et de déconvenues, il promet de révolutionner l'avenir du transport aérien civil et militaire. C'est très peu de temps après le vol des frères Wright sur les dunes de Kitty Hawk qu'est venue l'idée de construire une machine volant comme un oiseau-mouche. L'invention d'un appareil capable de voler verticalement n'est pas chose facile. L'utilisation de grandes hélices ou rotors apparut alors comme la technique la plus prometteuse. On ajouta même parfois un bon vieux ballon pour aider la machine à quitter le sol. Rétrospectivement, ces premiers engins volants apparaissent comme d'étranges machines sorties de l'imagination fertile de quelques savants fous, mais à l'époque, ces concepteurs sont les premiers à explorer des territoires inconnus. Leur tentative débordante d'imagination contribue à l'élargissement des connaissances aéronautiques et pose les bases des grandes découvertes à venir. Pendant l'hiver 1923, un inventeur espagnol, Juan de la Cierva, réussit une percée majeure. Son appareil ressemble fort aux avions de l'époque, excepté sa voilure, remplacée par un grand rotor monté au-dessus du cockpit. Ainsi naît l'autogire. L'autogire n'a pas été conçu pour décoller verticalement et, comme son nom l'indique, les pales de son rotor ne sont pas mues par un moteur. Lorsque l'avion prend de la vitesse à l'horizontale, le flux d'air entraîne les pales. En théorie, cette rotation doit fournir une portance et permettre à la machine de décoller et d'atterrir sur de courtes distances. L'appareil reçoit un accueil favorable, jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère. Voici le VS-300 d'Igor Sikorsky. L'ingénieur russe est aux commandes quand la machine décolle pour la première fois en 1939. 2 ans plus tard, il établit un record d'endurance en effectuant un vol stationnaire d'1 heure et 32 minutes. L'année suivante, l'ingénieur Stanley Hiller dévoile sa version de l'hélicoptère. Le Hillercopter utilise 2 rotors contrarotatifs pour empêcher l'appareil de tourner sur lui-même. La mise au point des nouvelles inventions de Hiller et Sikorsky est interrompue par la guerre. Les militaires sont bien intéressés par un tel appareil, mais ils ont des besoins plus urgents. Il leur faut des avions capables d'affronter les chasseurs ennemis. Pendant que Hiller et Sikorsky explorent de nouveaux domaines avec leurs hélicoptères, Charles Zimmerman, ingénieur chez Vought Aircraft, s'escrime à faire voler une curieuse maquette à propulsion électrique dans les usines de la firme au Connecticut. Le modèle réduit de Zimmerman n'a pas d'aile conventionnelle. Il vole grâce à son fuselage en forme de disque. Ce prototype bizarre acquiert des surnoms peu flatteurs comme la crêpe volante ou le Zimmer Skimmer. Mais l'US Navy s'intéresse sérieusement à ce concept. L'année 1941 a été difficile et la flotte du Pacifique a été presque totalement détruite à Pearl Harbor. Pressé de trouver un chasseur capable de décoller et de se poser sur le pont de ses navires, l'US Navy commande un appareil grandeur nature à Vought. Ainsi apparaît le Vought V173. Cette version adulte du modèle électrique de Zimmerman est un prototype de taille réelle, construit dans le seul but de vérifier si cet étrange concept est viable. Comme de nombreux avions de l'époque, le 173 est construit en bois entoilé. 2 moteurs Continental à refroidissement par air produisent chacun une puissance de 80 chevaux. La crêpe volante est mise entre les mains expertes du pilote d'essai de la Vought, Boone Guyton. Avant de prendre réellement les airs, Guyton effectue avec le V173 quelques roulages à grande vitesse et quelques sauts de puce. Le 23 novembre 1942, Boone Guyton s'aligne sur la piste de l'aéroport de Bridgeport, dans le Connecticut, et fait décoller l'appareil. Durant ce premier vol de 13 minutes, le V173 se comporte à la perfection.
L'avion effectue un décollage court, atteint la vitesse de 160 km/h et termine son vol par un atterrissage court. Les théories de Zimmermann sont confirmées. L'étrange avion de Vought reçoit le soutien inattendu de nombreuses personnalités, parmi elles Charles Lindbergh. Un jour, celui-ci assiste à un vol d'essai quand le V-173 disparaît derrière un rideau d'arbres. Persuadé que l'avion s'est écrasé, Lindbergh se précipite sur les lieux où il découvre l'avion posé à l'envers sur la plage. Boone Guyton a tenté de poser l'appareil sur le sable, mais au dernier moment, il a vu 2 baigneurs ébahis sur son chemin. Pour les éviter, il a dû virer brusquement, retournant accidentellement sa machine. Le fait qu'un pilote puisse survivre à un tel incident impressionne tellement Lindbergh qu'il demande à piloter l'appareil à plusieurs reprises. L'US Navy est encore plus impressionné. Il est pratiquement impossible de faire décrocher la crêpe volante. Une qualité appréciée de tous ceux qui ont posé un avion sur le pont d'un navire. Le 15 juillet 1944, l'US Navy passe commande pour la construction de 2 versions configurées en chasseur. Le premier appareil sort des ateliers en août 1945, mais il faudra attendre 2 ans avant que ses hélices ne soient prêtes. Et entre-temps, les choses ont évolué. La guerre est finie et les dépenses militaires inconsidérées ne sont plus à l'ordre du jour. Ajouté à l'apparition du moteur à réaction, ceci met fin au développement du chasseur révolutionnaire de Zimmermann avant même qu'il ne décolle. Un an après l'annulation du projet de Zimmermann, l'US Army fait savoir qu'elle ambitionne une toute nouvelle sorte de machine volante. L'avion est un hybride étonnant appelé Convertiplane. L'appareil peut rester en sustentation comme un hélicoptère, tout en volant aussi vite qu'un avion de l'époque. Le concept suscite l'enthousiasme chez Bell Helicopter au Texas. Fin 1955, le Bell XV-3 est prêt pour son premier vol stationnaire. L'US Air Force aussi est intéressé. Le 23 août 1955, un groupe d'officiers assiste au premier vol. Le Bell XV-3 est propulsé par un seul moteur R958 Wasp Junior qui fournit 450 chevaux de puissance. Celui-ci est monté au centre du fuselage avec des arbres reliés à des boîtes de renvoi à l'extrémité des ailes. Ces boîtes constituent la partie essentielle du projet Convertiplane. Elles permettent de faire pivoter le rotor sur un arc de 90 degrés. Quand les rotors s'inclinent vers l'avant, leur fonction change. De pales d'hélicoptère, ils se transforment en gigantesques hélices. Le premier XV-3 est détruit en octobre 1956 lors d'un problème de vibration des rotors au cours d'un vol horizontal. Après l'accident, le second prototype est profondément modifié. Les rotors à 3 pales articulées d'origine sont remplacés par des pales semi-rigides. Ces rotors de 7,30 m de diamètre résistent mieux aux vibrations et sont moins sensibles aux problèmes gyroscopiques lors de la transition. Une fois les modifications terminées, le XV-3 reprend les essais en vol afin de parachever la conversion vers le vol horizontal et vice-versa. Le 17 décembre 1958, le pilote d'essai de chez Bell, Bill Quinlan, incline doucement les rotors à 30 degrés pour une transition partielle. Le pilotage du XV-3 s'apparente fortement à celui d'un hélicoptère. Le pilote utilise les pédales du palonnier ainsi qu'un levier de pas collectif équipé d'une poignée rotative pour les gaz. La seule commande spécifique au XV-3 est un basculeur sur le manche qui commande l'inclinaison des rotors. Le 18 décembre, Bill Quinlan fait basculer les rotors de 90 degrés vers l'avant. Il devient alors le premier pilote à faire passer un convertible en transition vers le vol horizontal. Le XV-3 continue ses essais chez Bell avant d'être envoyé à la NASA pour d'autres essais en soufflerie. Mais pendant que Bell Aircraft et la NASA continuent leurs recherches sur leur rotor basculant, Curtiss Wright se penche sur un autre concept. La firme a mis au point un nouveau type d'hélice qui exploite un principe aérodynamique appelé force radiale. Le bureau d'études a découvert qu'en augmentant l'angle d'incidence,
Une hélice adoptant un profil spécial peut produire une poussée importante à 90 degrés du flux d'air. Curtiss-Wright comprend vite que cette poussée peut être avantageusement exploitée pour le décollage et l'atterrissage vertical. Et pour étayer ces affirmations, le bureau d'études fait construire le X-100. Après les rodages du moteur, l'appareil est suspendu à un portique pour des essais de sustentation. Les premières tentatives sont plutôt chaotiques. Mais fin 1959, le système de contrôle a été amélioré et l'avion est prêt pour son premier vol. Le X de l'appellation X-100 signifie que l'appareil n'est destiné qu'à l'usage expérimental. Il doit déterminer la viabilité d'un avion à hélice orientable destiné au vol vertical et au décollage et atterrissage court. Avec ses 7,30 mètres de longueur, le X-100 est un petit avion. Il a un fuselage traditionnel en tube soudé. Cette structure est recouverte de métal et de toile. Au moment de son premier vol, la machine pèse à peu près 1700 kg. C'est au début des années 60 que le X-100 s'élève pour la première fois dans les airs. Au cours des essais consécutifs, le pilote conserve les hélices dans une position légèrement inclinée vers l'avant afin de peaufiner les décollages courts et les vols à basse altitude au-dessus de la piste. Lorsqu'il arrive en bout de piste, le pilote repositionne les hélices verticalement. Et quand le X-100 se retrouve pratiquement en sustentation, il réduit lentement les gaz et pose l'appareil en douceur. Lorsque les pilotes d'essai se sont familiarisés au comportement un peu spécial du petit appareil, ils commencent une série d'essais en sustentation. En vol stationnaire, les gaz d'échappement de la turbine Lycoming T53 sont dirigés vers l'arrière, où ils sont orientés par une série de volets ajustables. Cette déflexion sert à contrôler la profondeur et la direction. En cours de sustentation, le roulis de l'avion est contrôlé par le changement de pas d'une des deux hélices. Après plus de 14 heures de vol, le X-100 est enfin prêt pour la manœuvre cruciale de transition, le passage du vol vertical au vol horizontal. Et en avril 1960, il y réussit, sans incident. Le seul véritable problème du X-100 est son instabilité en vol stationnaire. La puissance insuffisante du déflecteur arrière rend difficile le contrôle de la direction et de la profondeur en sustentation. Mais en tant que machine expérimentale, le petit X-100 s'avère un succès. Encouragé par les résultats des vols d'essai du X-100, Curtiss-Wright décide de construire une version plus grosse de sa machine. Cet avion de nouvelle génération est conçu pour décoller verticalement avec 4 passagers ou une charge de 500 kg à son bord. Curtiss-Wright se lance dans la construction de 2 prototypes et baptise la nouvelle machine X-200. Début 1962, une maquette grandeur nature du X-200 est prête. Le fuselage a une apparence classique profilée. L'avion doit être animé par 2 turbines Lycoming T55 montées à l'arrière du fuselage. Les 2 turbines aspirent l'air par un orifice situé au-dessus de l'arrière du fuselage. Ces 2 moteurs doivent animer les 4 hélices d'ailes en tandem. Ces hélices à poussée radiale et leur boîte de transmission subissent des heures d'essai dynamiques. Chaque hélice a un diamètre de 4 mètres. Veiller au fonctionnement synchronisé de tous ces systèmes mécaniques n'est pas une tâche facile. La moindre défaillance dans l'une des boîtes de transmission entraînerait une catastrophe. Le Curtiss-Wright X-200 est une machine complexe. Mais cela ne décourage pas l'US Air Force.
Fin 1962, les services techniques décident de financer 2 prototypes. Financé par les militaires, l'appareil de Curtiss doit respecter certains impératifs. Le fuselage est allongé pour faciliter l'accès des passagers. Le cockpit est équipé de sièges éjectables et on ajoute un treuil de sauvetage. L'US Air Force exige aussi une nouvelle dénomination et l'appareil s'appelle maintenant X-19. Le pilotage du X-19 en vol stationnaire s'avère difficile. Avant que l'avion ne s'élève, les surfaces mobiles au bord de fuite des ailes sont abaissées afin de réduire la charge dynamique sur les voilures générée par le flux des hélices. Lorsque le X-19 s'élève, la profondeur et la direction sont contrôlées par une variation différentielle du pas des hélices. Par exemple, si le pilote veut virer, il augmente simplement le pas des hélices bâbord ou tribord en fonction du côté où il veut aller. S'il veut faire varier l'angle de l'avion dans l'axe vertical, il augmente le pas des hélices frontales ou arrière. La direction est assurée en ajustant l'angle d'inclinaison des hélices. Lorsqu'un avion se pose à la verticale, le flux d'air du souffle des hélices s'écrase au sol et se répand dans toutes les directions. Une grande partie de cet air revient sur l'avion. Le vol stationnaire partant calme est déjà délicat, mais par grand vent, chaque atterrissage est une véritable aventure. Le programme X-19 ne se déroule pas sans mal. L'appareil vole pour la première fois en novembre 1963, mais il est rapidement cloué au sol suite à des problèmes mécaniques. Les vols courts succèdent sans cesse aux longues visites en atelier. Le X-19 ne vole à nouveau qu'en juin 1964. 2 mois plus tard, le prototype effectue son premier vol en sustentation contrôlée, avant d'être une fois de plus retenu au sol pour remédier aux problèmes de stabilité. Cette fois-ci, l'appareil ne reprendra l'air qu'en janvier de l'année suivante. Lors de ce vol, un défaut d'hélice retarde encore les essais de 5 mois. En 2 ans, l'appareil vole en tout et pour tout moins de 4 heures. Le dernier vol a lieu le 25 août 1965. En sustentation, une des boîtes de transmission rend l'âme, ce qui provoque la perte d'une des hélices arrière. Les 2 membres d'équipage sont indemnes. Mais le programme X-19, lui, ne survivra pas. Alors qu'un bon nombre de constructeurs d'avions s'escriment à faire voler leurs appareils comme des hélicoptères, certains concepteurs d'hélicoptères essaient de faire voler leurs machines comme des avions. Leur but est d'augmenter la vitesse de l'hélicoptère en lui ajoutant des moteurs de propulsion pour le vol horizontal et quelques appendices aérodynamiques empruntés aux avions. Ces machines sont surnommées Compound Helicopters, hélicoptères hybrides. Frank Piasecki, constructeur à la réputation solide, est un des pionniers dans ce domaine. Il construit cet hybride, baptisé Piasecki Pathfinder. L'appareil, comme son successeur le Pathfinder 2, est équipé de petites ailes et d'une hélice carénée à l'arrière pour atteindre des vitesses supérieures aux hélicoptères classiques. En juin 1966, le Pathfinder 2 atteint la vitesse de 225 nœuds, soit 416 km/h. La firme Lockheed Aircraft choisit un concept différent. Elle propose d'utiliser un rotor rigide à pales fines, muni d'un stabilisateur gyroscopique pour ajuster l'incidence des pales. Après avoir essayé le concept du rotor rigide sur des maquettes, Lockheed construit un hélicoptère expérimental, le CL-475. Cet hélicoptère d'essai fonctionne parfaitement et Lockheed reçoit un contrat jumelé US Army-US Navy pour la construction d'un modèle amélioré. Le nouvel hélicoptère est dénommé XH-51A. Les rotors rigides de l'appareil de Lockheed sont reliés à un gyroscope de stabilisation
qui permet au pilote de contrôler les forces gyroscopiques. Le rotor rigide offre au pilote un niveau de stabilité encore jamais atteint sur un hélicoptère. Au cours de ses 125 heures d'essai en vol, l'appareil atteint la vitesse de 153 nœuds, soit 283 km/h. Plus tard, avec l'adjonction de 2 réacteurs Pratt & Whitney J60, la version hybride de l'appareil atteint la vitesse record de plus de 495 km/h. La technologie du rotor rigide connaît son apogée avec la construction d'un des hélicoptères les plus ambitieux de toute l'histoire de l'aviation, le Lockheed Cheyenne. Le Cheyenne vole pour la première fois le 21 septembre 1967. L'année suivante, 10 prototypes sont construits. La machine est conçue pour voler à une vitesse maximale de 400 km/h, bien plus vite que n'importe quel autre appareil militaire comparable. Le Cheyenne est un véritable hélicoptère hybride. Son turbopropulseur General Electric, ses ailes de 8,20 m d'envergure et son hélice propulsive sont empruntés à l'avion. Il est équipé d'un cockpit biplace en tandem, configuration permettant d'obtenir un fuselage mieux profilé. Le Cheyenne embarque un pilote et un copilote mitrailleur. Il a pour mission d'escorter les hélicoptères de transport et de fournir l'appui-feu direct dans les zones de combat. Pour un hélicoptère d'attaque, le Cheyenne est une grosse machine. Sa masse totale au décollage est impressionnante. 14 tonnes. Pourtant, il est extrêmement agile. Mais le Cheyenne a un inconvénient majeur. Ses rotors deviennent instables au-delà de 320 km/h. Pour corriger ce problème, il faut de la patience et de l'argent. Mais avec le Vietnam, l'US Army n'a plus ni l'un ni l'autre. Pendant les années 60, la mobilisation pour mettre au point des hélicoptères plus rapides est massive et efficace. Mais cette multitude d'inventions nouvelles révèle aussi le défaut majeur de l'hélicoptère. Le rotor l'empêchera toujours d'atteindre des vitesses aussi élevées que les avions. En toute logique, l'étape suivante viserait à se débarrasser des rotors. C'est ainsi que naît le rotor escamotable. L'idée est simple. L'hélicoptère décolle de manière tout à fait conventionnelle. Quand il commence à voler horizontalement à grande vitesse, la portance passe progressivement à l'aile et les rotors se replient vers l'arrière dans une soute située au-dessus du fuselage. Pendant les années 60, les concepteurs d'avions soumettent une multitude de projets au ministère de la Défense américain. Ils pensent qu'une telle machine pourra résoudre les nombreux problèmes qui se posent au Vietnam. À Burbank, en Californie, la firme Lockheed Aircraft va jusqu'à construire une maquette en bois. Cette maquette de 10 mètres de long utilise un système de rotor rigide à pales repliables et une grande voilure fixe pour le vol horizontal. Fin 1966, après les essais du système de rotor repliable, Lockheed emmène la maquette à la soufflerie d'Ames, le centre de recherche de la NASA. Les essais démontrent que, une fois les rotors repliés, une telle machine serait capable de dépasser les 800 km/h. Un tel potentiel suscite immédiatement l'intérêt pour une version civile de l'appareil, destinée aux liaisons interurbaines. Mais le rotor repliable ne prendra jamais l'air. Bien que le concept soit simple, la manœuvre de transition entre le vol sustenté et le vol horizontal est jugée difficile et trop dangereuse. Encore plus étrange, un projet combinant à la fois aile et rotor. Cette idée d'aile rotative est proposée en diverses configurations. La plupart sont conçus autour d'un ou plusieurs turboréacteurs montés dans la queue ou le fuselage.
Ces moteurs doivent diriger la poussée vers l'arrière pour la propulsion ou à travers les pales d'un rotor pour la sustentation. Sikorsky et Hughes font des esquisses de ces appareils illustrant des missions militaires vitales comme le transport ou le sauvetage air-mer. D'autres dessins montrent des appareils hybrides à ailes rotor bombardant des chars ennemis ou des ponts. Capables à la fois de voler en sustentation et de se comporter comme un avion conventionnel, ces engins peuvent opérer à partir de zones sommairement aménagées, non loin des zones de combat. Ces curieux avions hybrides ailes et rotors n'existent que sous forme de dessins comme ceux-ci. L'idée est plus originale que pratique et le programme est abandonné avant même que les études ne soient commencées. Ken Wernicke est ingénieur et concepteur d'avions. Avant de monter sa propre entreprise, il travaillait chez Bell Helicopter. Pendant les années 60, il a participé à un programme d'évaluation d'un avion de recherche à rotor basculant. Nous avons répondu à un appel d'offres de l'armée et remporté le contrat pour la phase de définition de concert avec une autre firme. Et on en était à la sélection finale lorsque la guerre du Vietnam a commencé. Tous les budgets de recherche ont été amputés et le programme s'est arrêté. Bell a alors décidé de continuer sur ses fonds propres à une échelle beaucoup plus réduite et c'est ce qui a permis de créer les composants dynamiques du futur XV-15. On a construit un rotor qui a été testé dans une soufflerie géante et ensuite on a construit le système de transmission. Et puis nous avons obtenu ce contrat de l'armée, de la NASA, pour la construction d'un prototype de recherche basé sur un triple concept dénommé XV-15 et pour lequel nous nous sommes servis du rotor et de la transmission mis au point lors de notre programme indépendant de recherche et de développement. Le XV-15 sort des ateliers de Bell Helicopter à Arlington, au Texas, le 22 octobre 1976. Il est bâti autour de 2 moteurs montés aux extrémités des ailes, pivotant pour la sustentation ou le vol horizontal. L'appareil effectue son premier vol en mai 1977 avec succès. Et depuis, il vole tout aussi parfaitement. Aujourd'hui, le XV-15 va décoller avec aux commandes les pilotes d'essai Roy Hopkins et John Ball. Tous deux sont des vétérans des appareils convertibles et peu de gens connaissent aussi bien le sujet. Parlons un peu des commandes sur la dérive arrière en H. On trouve une surface mobile sur chacune des dérives verticales. Sur cette dérive en H, les systèmes de contrôle, aussi bien les gouvernes verticales qu'horizontales, sont actifs en permanence et deviennent de plus en plus efficaces à mesure que la vitesse augmente. Donc, quand on passe de la sustentation au vol normal, comme la vitesse augmente, ils deviennent très sensibles. Il est intéressant de remarquer à propos des gouvernes de direction que notre stabilité directionnelle est excellente sur cet appareil. On a pu, à plusieurs occasions, voler sans se servir des gouvernes. Quant au fuselage, il est tout à fait traditionnel, semi-monocoque de construction entièrement métallique. Cet appareil a environ les dimensions qu'on peut attendre d'un convertible transportant 9 à 10 personnes. Vous remarquerez ce qui ressemble à 4 fenêtres sur les côtés du fuselage, mais les apparences sont trompeuses. Ce sont des décalques qu'on a placés ici avant notre récent voyage à Paris pour le Salon du Bourget de 1995. Ici, vous voyez les flaps qui nous permettent le contrôle à basse vitesse et l'évolution en sustentation. À l'intérieur de l'aile, vous trouverez aussi l'arbre de transmission croisé qui court tout le long de la voilure, d'une des boîtes de transmission à l'autre. Il sert bien sûr en cas de panne d'un des moteurs. Normalement, cet arbre n'est pas animé et ne supporte aucun couple. Mais si nous perdions un moteur, nous pourrions transmettre le couple du moteur encore en marche vers le rotor côté moteur en panne. Ainsi, la rotation est maintenue constante des deux côtés. Je vais vous montrer. Will, tu veux bien tourner le rotor ?
Les moteurs Lycoming montés à chaque bout d'aile ont chacun une puissance supérieure à 1500 chevaux. La voilure a une envergure de plus de 10 mètres. Elle est en flèche inversée de 7 degrés pour conserver le centre de gravité. La jonction entre l'aile et le moteur est la partie maîtresse du convertible. Il faut parler des mécanismes de conversion qui basculent la nacelle de la position que vous voyez maintenant, qui est le mode hélicoptère, à la position horizontale, qui est le mode avion. Ce mécanisme de conversion peut basculer la nacelle en 12 secondes, du mode hélicoptère au mode avion et vice-versa. Ce qui fait environ 7 degrés et demi par seconde, le taux maximal de transition. Et il y a une question que tout le monde pose, c'est est-ce qu'on peut se poser comme un avion? Et la réponse est non. Il ne faut pas oublier qu'on a des hélices de 7,50 m de diamètre sur cette machine et que les jambes de train d'atterrissage ne sont pas assez longues pour une telle manœuvre. Mais on peut atterrir avec les nacelles inclinées de 45 degrés vers l'avant si on a un pneu éclaté. Normalement, on se pose à 90 degrés, ce qui est complètement vertical. Voilà notre bureau. On va vous expliquer un peu les commandes. On a un palonnier classique pour la direction. Il est écrit Bell UA dessus. Ça vous donne une idée d'où viennent ces pédales. Voilà le manche de pas cyclique. Et voici la manette des gaz. Et vous remarquerez le bouton ici, spécifique à tout le système de conversion. Il est là. Si vous le poussez vers l'avant, ça vous permet de faire basculer les nacelles vers l'avant en mode avion. Si vous poussez vers l'arrière, là où il est écrit position hélicoptère, les nacelles sont remises en position 90 degrés pour les opérations de type hélicoptère. Les instruments de bord sont assez classiques, à l'exception de cette jauge qui est unique et que vous voyez ici. Elle indique la position des nacelles et vous voyez que l'arc va de 95 degrés, ce qui fait 5 degrés de plus que la position verticale, jusqu'à 0, qui est la convention utilisée pour la configuration avion. Pour les pilotes d'hélicoptères, décoller avec un convertible est une expérience nouvelle. Avec le XV-15, une des premières choses qui vous impressionne est la capacité d'accélération de l'appareil. Elle vous colle littéralement au siège, et le simulateur ne reproduit pas du tout cette sensation. Le XV-15 peut passer de la sustentation au vol horizontal en 12 secondes. Et en 30 secondes seulement, il peut atteindre la vitesse impressionnante de 240 nœuds, soit 440 km/h. Le second XV-15 prend l'air pour la première fois en avril 1979. 3 mois plus tard, l'avion effectue sa première manœuvre de transition. Pendant ce temps, le premier prototype est évalué par la NASA et les pilotes de l'US Army. En avril 1980, le XV-15 bat officieusement le record du monde pour un convertible en dépassant les 480 km/h. Et en août, Ron Earhart et Dorman Cannon sont élus pilotes d'essai de l'année par la Société des pilotes d'essais expérimentaux. Le XV-15 est extrêmement facile à contrôler. Son agilité a été mise à l'épreuve lors de combats aériens simulés avec des chasseurs à aile fixe. L'appareil est aussi envoyé à China Lake en Californie pour des essais de mission spéciale électronique. Puis, en août 1982, John Ball et Dorman Cannon prennent en charge les premiers essais embarqués à bord du navire d'assaut USS Tripoli. Plus tard, l'avion se prêtera aux missions essentielles de sauvetage en mer.
Les avantages offerts par le convertible ne sont pas limités au seul domaine militaire. Les passagers des compagnies aériennes passent des heures à attendre aussi bien dans les aéroports qu'à bord de leur voiture, souvent pour voler sur de très courtes distances. À la différence d'un avion de ligne classique, un convertible peut décoller du centre d'une ville, comme New York par exemple, et atterrir en plein cœur de Washington. Avec ce type d'appareil, plus de temps d'attente pour disposer de la piste, ni nécessité de se rendre en voiture vers un aéroport éloigné du centre-ville. En 1986, le XV-15 a déjà à son actif 530 heures de vol. Il a effectué plus de 1500 conversions, est monté jusqu'à 7900 mètres d'altitude et a atteint la vitesse de 638 km/h en piqué. Il a été conçu comme un avion d'évaluation et dans ce rôle, il est parfait. Il a démontré qu'un convertible peut voler aussi bien comme un hélicoptère que comme un avion classique. Mais plus important, il a prouvé qu'il pouvait le faire en toute sécurité. En partant des acquis du XV-15, la firme Bell s'est jointe à Boeing pour construire la prochaine génération de convertibles. Et voici le V-22 Osprey. Il sort des ateliers en mai 1988 et vole en mars de l'année suivante. Lorsque les pilotes d'essai s'installent à bord de la cabine, la première surprise est la visibilité. Le champ de vision à bord du V-22 est bien meilleur que dans tous les autres avions que j'ai pu piloter. Il n'y a pas de comparaison. On dispose d'une excellente visibilité vers le bas, sur les côtés et vers l'avant, bien entendu. Et même au-dessus, grâce aux fenêtres supérieures. Bien sûr, il y a toujours un inconvénient pour tous ces avantages. À cause de cette énorme verrière, il peut faire très chaud à bord. On préfère que la climatisation ne soit pas en panne. Comme tout avion à décollage vertical, le V-22 Osprey est sensible à l'effet de sol. En stationnaire à basse altitude, le pilote doit contrer les mouvements brusques dus à la circulation des flux d'air. L'effet de sol produit des effets violents sur l'avion. Surtout en dessous de 6 mètres pour le V-22 et à peu près pareil pour le XV-15. Mais l'avion reste très stable dans cette zone grâce au système installé à bord. Les pilotes de XV-15 volant sur le V-22 doivent se familiariser avec un tout nouvel agencement des commandes de vol. Pour contrôler l'axe vertical à bord du XV-15, on a une manette de pas collectif similaire à celle des hélicoptères. Mais la Navy a décidé que sur le V-22, l'axe vertical doit être contrôlé par une manette horizontale, appelée contrôle de poussée. Donc, un pilote d'avion doit se sentir chez lui à bord d'un V-22, alors qu'un pilote d'hélicoptère se sent à l'aise avec le XV-15. Le V-22 Osprey est équipé de 2 turbopropulseurs Allison T406. Chacun délivre l'énorme puissance de plus de 6000 chevaux. Le V-22 entame sa seconde période d'essai le 18 juillet 1989. Au cours de cette phase, l'appareil doit effectuer sa première transition du vol sustenté au vol horizontal. La transition est très directe. En fait, c'est très simple. On prend l'appareil en mode sustentation, l'avion est très stable en sustentation. Et pour la conversion, sur la manette de gauche, on a un levier proportionnel. Cette commande vous permet de faire basculer les nacelles depuis le mode hélicoptère jusqu'au mode avion à un rythme que le pilote choisit entre 1 degré et 7,5 degrés par seconde.
Pendant la conversion vers le mode avion, on acquiert de la vitesse. Et les surfaces mobiles de l'avion, qui sont actives en permanence, sont de plus en plus efficaces avec l'augmentation de la vitesse relative de l'air. Très rapidement, en à peu près 24 secondes, le V-22 passe en mode avion. Le 9 août 1989, le premier Osprey est rejoint par le prototype numéro 2. Bientôt, les prototypes 3 et 4 effectuent eux aussi leur premier vol. Les ingénieurs et les pilotes d'essai prennent peu à peu de l'assurance avec leurs nouvelles machines, et le programme d'essai passe à une phase plus ambitieuse. L'Osprey monte à 5000 mètres pour des essais de piqué à grande vitesse. Au cours des vols horizontaux, l'appareil atteint la vitesse maximale de 247 nœuds, soit 457 km/h. On effectue aussi des essais de ravitaillement en vol. Grâce à l'excellente visibilité et à une longue perche de ravitaillement, cette opération devient rapidement routinière. Lors de la signature du programme Osprey, le budget prévoit la construction de 6 prototypes. Les numéros 1 et 3 doivent servir à l'exploration du domaine de vol et à la délimitation des résistances structurelles. L'avion numéro 2 est destiné à l'analyse du fonctionnement des commandes de vol et des caractéristiques de la propulsion. Le 4e prototype est destiné à l'US Air Force, tandis que le 5e et le 6e doivent être essayés par la Navy et le Marine Corps. Le fuselage et les dérives arrière doivent être construits à Philadelphie, alors que la voilure et l'ensemble des nacelles proviennent de l'usine Bell Helicopter au Texas. Comme de nombreux programmes militaires, le projet Osprey est victime de problèmes budgétaires, et le prototype numéro 6 ne sera jamais achevé. Mais comme pour de nombreux programmes de défense, il y a aussi quelques accidents. Sur les 5, c'est vrai, on en a perdu 2. L'un des accidents était dû au manque d'essais fonctionnels. C'était malheureux et surtout inexcusable de notre part, les maîtres d'œuvre. Et l'autre accident a été terrible. Il a causé la mort de plusieurs personnes. Mais il a tout de même permis de révéler quelques défauts de conception, qui ont bien sûr été corrigés. Un des 3 Osprey restants a été remis à l'US Navy pour l'entraînement des pilotes et pour une série d'essais à bord de navires. À l'origine, l'appareil était conçu pour toutes les branches de la défense américaine, mais ce sont les Marines qui en ont été les principaux bénéficiaires. La réussite d'un débarquement de Marines sur une plage dépend de la rapidité et de l'effet de surprise. Pendant les premières 90 minutes de l'attaque, ils doivent être fortement soutenus pour conserver leur emprise. Mais à cause des menaces de missiles, les gros porte-avions doivent se tenir très loin des zones de débarquement. L'appui au sol des troupes débarquées dépend alors surtout des navires d'assaut LHD de l'US Navy, comme celui-ci. L'Osprey a été spécialement conçu pour ces navires d'assaut et chacun de ces bâtiments peut embarquer 10 appareils. L'Osprey, destiné au Marine Corps, doit pouvoir décoller d'un navire d'assaut avec 24 Marines à son bord. Avec un rayon d'action de 50 000 nautiques, 92 km, il doit débarquer sa charge, revenir au navire et effectuer un 2e débarquement avant de refaire le plein. Il est conçu pour pouvoir voler et se poser avec un seul moteur.
comme son prédécesseur le XV-15, le V-22 dispose d'un arbre de transmission reliant les deux moteurs. Si un moteur tombe en panne, celui qui fonctionne encore peut fournir une puissance de secours de presque 7000 chevaux pendant une dizaine de minutes. Quand l'appareil est en sustentation, les volets de bord de fuite sont toujours en position basse, ceci pour permettre au souffle d'air vers le bas de passer sans créer de portance négative. Mais cet air ne peut éviter d'aller frapper les ailes. Un des inconvénients du rotor basculant est la charge négative lors de la sustentation. C'est la traînée de la voilure en vol vertical. Et en pourcentage, elle avoisine les 9, 10 ou 11%. La perte de portance en sustentation est compensée par la densité extrêmement faible de la structure. L'appareil est construit presque entièrement en matériaux composites. La structure de la cellule ne contient qu'environ 500 kg de métal. Avec la chute du mur de Berlin, les stratèges militaires occidentaux ont dû remettre à jour leurs idées sur la guerre du futur. L'histoire récente a montré que l'Occident n'a pas à faire face à un seul conflit d'envergure, mais à plusieurs de moindre dimension. Dans un environnement aussi aléatoire, la rapidité et la mobilité sont essentielles. Le convertible à rotor basculant a des performances 2 fois supérieures à l'hélicoptère. Et la vitesse et la productivité. Avec la même quantité de carburant, un appareil à rotor basculant peut aller 2 fois plus loin et 2 fois plus vite qu'un hélicoptère. Le V-22 Osprey est un des programmes les plus critiqués du budget de la défense depuis plusieurs années. Mais il a survécu aux réductions budgétaires, aux opposants de tout poil et même à 2 accidents graves. Les concepteurs de cette machine se sont lancés dans cette technologie incertaine et ils ont prouvé qu'elle fonctionne. Au siècle prochain, ce seront peut-être des convertibles qui emmèneront les Marines sur le front ou qui transporteront des passagers jusqu'au cœur des villes. L'Osprey remplira ou ne remplira pas toutes les fonctions pour lesquelles il a été conçu, mais il sera là, sans aucun doute. La capacité de décoller ou de se poser verticalement dans des zones extrêmement étroites, puis de se rendre là où on veut pour des raisons commerciales ou des impératifs militaires, à 450 km/h, ça fait gagner du temps et de l'argent. Et finalement, c'est la seule chose qui compte.